Bien, il est grand temps qu'on se plonge dans les Uber Files, le scandale qui fait trembler l'Elysée. Est-ce que ça va être le tube de l'été ou alors est-ce que ça va être une affaire qui va faire cheat? On va voir. L'article le plus détaillé que j'ai trouvé là-dessus, c'est un article dans le Guardian, donc un très bon article. Donc Emmanuel Macron aurait aidé secrètement Uber à s'installer en France. Alors je sais pas pourquoi secrètement, parce que il me semble que son agenda est connu, mais voilà, peut-être qu'il y avait des petites réunions secrètes. Emmanuel Macron a offert une aide en longueur pour aider le lobbying de Uber, pour leur permettre de disrupter l'économie des taxis. Les fichiers qui ont fuité incluent des messages dans lesquels les représentants d'Uber montrent qu'ils avaient une relation très proche, que les représentants d'Uber avaient identifié Macron comme une ressource clé en France, et les fichiers suggèrent également que Uber n'hésitait pas à contacter Macron pour leur demander du conseil, pour lui demander comment est-ce qu'on fait face à telle ou telle situation, et que Macron répondait très rapidement. Alors, ça m'étonne pas trop qu'un ministre de l'économie fasse tout pour favoriser les investissements étrangers dans son pays. La question évidemment, c'est est-ce qu'il y a eu des contreparties? Enfin, c'est ça qui est intéressant. C'est que le fait que des entreprises trouvent un appui au ministère de l'économie pour pouvoir s'implanter, ça me choque pas du tout. Après, la question, c'est quelle était la nature de leurs échanges, est-ce qu'il y a eu du donnant-donnant? C'est ça qui est intéressant. Donc je vous invite à lire cet article parce que ça montre vraiment que Macron était très impliqué, qu'ils avaient des échanges réguliers au moment où l'entreprise s'est installée, qu'il leur a donné des conseils sur la manière dont ils pouvaient faire avancer leur dossier auprès des administrations, auprès des parlementaires, et donc vous verrez tout ça dans cet article. Alors, au-delà de ça, moi ce qui m'intéresse, c'est de regarder un petit peu le profil de la personne qui a révélé les fichiers. Le lobbyiste Mark Gann a déclaré dans le Guardian être le lanceur d'alerte sur les pratiques d'Uber et celui qui a fourni les milliers de documents compromettants. Mark McGann, qui a mené entre 2014 et 2016 les efforts de lobbying de la plateforme de voitures avec chauffeur en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, a décidé de parler car il estime qu'Uber a enfreint des lois dans des dizaines de pays. Ça, ce serait intéressant de voir de quelle loi il s'agit, et que Uber a trompé les gens sur les bénéfices du modèle de l'entreprise. Alors, je me demande s'il est compétent pour évaluer les bénéfices du modèle de l'entreprise. De façon générale, je trouve que sur ce sujet, on entend souvent des gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Parce que le fait que des parlementaires de gauche s'indignent des conditions de travail des chauffeurs Uber, ça me fait doucement marrer. Quand est-ce qu'ils ont travaillé de leur vie? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour produire de la valeur? Et honnêtement, hein, un modèle comme Uber, avant, si vous vouliez être taxi, il suffisait pas d'avoir une voiture et un téléphone. Il fallait payer une licence qui coûtait plusieurs dizaines de milliers d'euros. Il fallait se faire coopter pour rentrer dans la caste des chauffeurs de taxi. Donc voilà, c'est effectivement, Uber a libéralisé un marché qui avant était sous monopole. Et donc derrière tout ça, derrière ces critiques de la fameuse ubérisation, il y a des gens, ce qu'ils n'aiment pas, c'est la démocratisation. Le fait que ce soit possible pour n'importe qui de se lancer dans un métier, voilà, c'est très embarrassant pour beaucoup de monde. C'est pareil pour les journalistes, si vous voulez. Le fait que ce soit possible grâce à YouTube, grâce à Facebook, de pouvoir créer du contenu sans être coopté pour pouvoir devenir journaliste, ça embête beaucoup le monde. Et donc je comprends qu'ils freinent des deux mains en parlant de l'ubérisation de l'économie, alors qu'il faudrait, je pense, parler dans beaucoup de cas d'une démocratisation de l'économie. Alors, âgé de 52 ans, il reconnaît avoir sa part de responsabilité dans les faits qu'il dénonce aujourd'hui. J'étais celui qui parlait au gouvernement, qui poussait le projet Uber dans les médias, celui qui disait aux gens qu'il fallait changer les règles, car les chauffeurs allaient en bénéficier et que les gens allaient avoir beaucoup plus d'opportunités économiques. Et ça, pour le coup, ça me semble être largement le cas. C'est pareil, si vous voulez, pour YouTube. YouTube, je pourrais passer mon temps à me plaindre. Oui, mais regardez, si je publie pas régulièrement des vidéos, l'algorithme m'oublie. YouTube peut décider d'un claquement de doigts de supprimer ma chaîne avec des procédures, etc. Ouais, ok, cette plateforme a des règles, Uber a des règles, et si je suis pas content, je fais autre chose. Si je suis pas content, je fais autre chose. En attendant, le service gratuit que me propose cette plateforme est absolument sans commune mesure par rapport à ce qui existait avant.
Comment avoir sa conscience claire si on ne s'élève pas contre la manière dont les gens sont traités aujourd'hui? Uber est devenu le symbole de la gig economy, ou l'économie des petits boulots issus des plateformes internet et de services aux consommateurs, et se retrouve plongé dans son passé tumultueux depuis dimanche, à la suite d'une vaste enquête de journalistes accusant l'entreprise d'avoir enfreint la loi. Donc ça, encore une fois, il faudrait voir quelles lois ont été enfreintes et utiliser des méthodes brutales pour s'imposer, malgré les réticences des politiques et des compagnies de taxi. Tu m'étonnes qu'il y ait une réticence des politiques et des compagnies de taxi. On a donc quelqu'un qui, après avoir bien bénéficié, parce que j'imagine qu'il avait un poste très important, et en tout cas, bah, ça fait partie de ces gens qui, au bout d'un moment, se disent « il faut que je trouve un sens à ma vie », et le sens qu'ils trouvent à leur vie, c'est de balancer tous les gens qui ont travaillé avec eux, alors qu'il aurait pu très bien donner un sens à sa vie en faisant son travail peut-être un petit peu mieux, en restant un peu plus dans les clous, parce que créer une entreprise qui donne du travail aux gens et qui règle un service, parce que quand même, je sais pas si vous avez connu Paris, moi j'ai pas vécu longtemps à Paris et je regrette pas de pas y être resté longtemps, mais connaître Paris avant Uber, dès qu'on voulait sortir un petit peu tard quand les métros étaient fermés, c'était un cauchemar de trouver un taxi. Fallait appeler des numéros payants, fallait faire la queue. À l'époque, moi j'étais un étudiant fauché quand je vivais à Paris. Le fait de pouvoir payer moins cher un taxi pour pouvoir faire une petite soirée entre potes, etc., c'était génial. Donc ça a rendu beaucoup de services, sans parler du fait que ça a permis à des gens de se lancer dans un métier qui est un métier honnête, sans capital de départ. Donc je pense que quand on veut donner un sens à sa vie, on peut essayer de créer une bonne boîte, on peut essayer de régler des problèmes, et je trouve que attaquer comme ça ses anciens collègues, pour moi, c'est toujours un peu suspect. Ça fait un petit peu quelqu'un qui essaie de se racheter. Alors, au-delà de ça, le problème qu'il y a en fait à ce stade, c'est que effectivement, on peut montrer que Macron a eu un rôle très moteur en tant que ministre de l'économie pour permettre l'implantation du beurre, mais pour le moment, il n'y a pas tellement de billes pour le mettre dans la sauce, mais ça pourrait sortir. Alors, la suspicion peut naître de l'opacité. C'est vrai que ce sont peut-être là les limites de l'affaire. In fine, Uber n'a pas obtenu grand-chose de son lobbying acharné. Certes, l'entreprise opère en France et ses chauffeurs n'ont toujours pas le statut protecteur des salariés, mais la libéralisation totale du marché dont rêvait la plateforme n'a pas eu lieu. Sous le quinquennat de François Hollande, la loi El Khomri a instauré une responsabilité sociale des plateformes envers leurs travailleurs en matière d'accidents de travail et de formation professionnelle et de droit de grève. Et sous le premier quinquennat de Macron, cette responsabilité sociale a été élargie et de nouvelles garanties ont été accordées à leurs travailleurs. Bah oui, c'est un petit peu comme ça que ça se passe dans le vrai monde. Il y a une entreprise qui débarque avec un nouveau service, le cadre légal n'est pas prêt, et donc après, il y a une négociation, il faut parvenir à encadrer le développement de ce nouveau secteur sans l'étouffer, et donc c'est quelque chose qui est très compliqué, et parfois un petit peu trop compliqué pour des gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie. S'il y avait un peu plus de transparence, on n'en serait pas là, regrette Kevin Guernier. Alors même que rien dans les Uber Files n'indique qu'il y ait eu de contrepartie ou de corruption, la suspicion peut naître de l'opacité. Il espère que la polémique va créer un électrochoc au sein de l'exécutif pour réformer le cadre légal de la transparence du lobby en France. Jusque-là, le gouvernement y était plutôt hostile, peut-être sera-t-il contraint de changer d'avis. Mais oui, le lobbying, il faudrait que ce soit quelque chose de beaucoup plus transparent, parce que c'est quoi le lobbying? Dites-vous qu'un parlementaire, donc là on va reprocher par exemple à Macron d'avoir dit tiens tu devrais proposer tel amendement en le formulant de telle manière à tel parlementaire pour faire évoluer la loi, etc. J'imagine qu'il allait jusque-là, ça m'étonnerait pas trop. Un parlementaire. Qu'est-ce qu'un parlementaire? Donc quelqu'un qui a priori vit de l'argent public, quelqu'un qui a priori n'a pas vraiment travaillé à part vivre de l'argent public. Qu'est-ce qu'il y connaît au marché des taxis? Qu'est-ce qu'il y connaît à une application comme Uber? Évidemment qu'ils ont besoin de gens qui connaissent le métier. Évidemment qu'ils ont besoin d'être réceptifs aux intérêts des entreprises, à comment ça se passe sur le terrain. La seule question, c'est est-ce que le parlementaire écoute d'autres discours que celui des lobbyistes? Est-ce qu'il écoute les discours d'autres industries, d'autres secteurs, d'autres personnes qui sont impliquées par les décisions? Et surtout, et là c'est là que ça devient légal, est-ce qu'il y a des contreparties? S'il y a des contreparties, voilà, c'est terminé, le mec ne méritait pas d'être parlementaire, mais évidemment que c'est très important que les entreprises puissent parler à ceux qui font les lois, que les entreprises puissent faire avancer leurs intérêts à ceux qui font les lois, parce que sinon, ça ne produit que des textes qui sont absolument hors sol. Finalement, vous le savez que notre objectif, c'est quand même de savoir, voilà, est-ce que
est-ce que les entreprises dont on parle peuvent être de bons investissements? Et côté Uber, c'est pas vraiment une success story boursière. Moi, je vous avoue, j'ai hésité. J'ai hésité pendant la crise du coronavirus. Je me suis dit, tiens, peut-être mettre quelques billes dans Uber, dans cette zone-là, ça pourrait être intéressant. Ça aurait pu être un assez bon pari en vendant avant que ça se casse la figure. Mais vous le savez, moi, ce qui m'a retenu, évidemment, c'est que c'est pas une entreprise qui verse un dividende. Et je sais qu'il y a plein de stratégies pour investir en bourse, mais dans des entreprises qui se lancent, le fait d'avoir comme seule perspective l'espoir que ça fasse x2 ou x3, c'est un pari qui est beaucoup trop risqué. Donc je préfère investir dans des entreprises qui sont plus établies, des entreprises qui ont un bon mix entre croissance et rendement, parce que là on se retrouve pas avec des trucs qui font, enfin quand même Uber c'est passé de 60 euros, c'est passé de 60 dollars à quoi, à 20 dollars divisé par 3. Donc des trucs comme ça pour moi c'est beaucoup plus spéculatif, et donc on pense ce qu'on veut de la stratégie à dividende, mais l'avantage c'est que vous avez quand même des entreprises qui sont voilà, qui ont peut-être moins de potentiel à la hausse, mais qui ont aussi beaucoup moins de potentiel à la baisse. Quoi qu'il en soit, vous savez que si vous voulez vous lancer dans cette aventure de l'investissement, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise. En suivant ce lien, vous bénéficiez d'une action gratuite. Dites-moi ce que vous pensez que cette affaire des Uber Files. Est-ce que vous pensez que ça va être le tube de l'été? On suivra ça de temps en temps s'il y a des vraies infos qui sortent. Et d'ici là, prenez soin de vous et à très vite pour de prochaines news.